français. Bienvenue sur la chaîne YouTube Perf Byte français. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu un épisode, donc c'est assez excitant de reprendre les sujets qu'on avait laissés en 2023. Il y a plein de choses à aborder et comme d'habitude, pour aborder convenablement ces sujets, j'aimerais inclure mes deux camarades, donc Bruno. Bonjour Bruno, comment vas-tu? Ah, ça va très bien, oui, c'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on s'est pas vu, mais on a un sujet de fond là, ça va être intéressant là. Et bien sûr Terry. Terry vas-tu? Comment vas-tu? Ça va, super. Merci Henrik et Bruno. Content de vous revoir, ça faisait longtemps. Alors du coup, Bruno a dit, il y a un sujet intéressant, mais quel est le sujet d'aujourd'hui? C'est ce que tout le monde attend. Alors je sais pas comment la formuler déjà, mais en fait, c'est plutôt, le sujet intéressant, c'est quelles sont un petit peu les optimisations, les préconisations qu'on peut faire pour optimiser une architecture. Parce que là, jusqu'à maintenant, on a parlé de tests de perf en disant: «Voilà la démarche, faut faire ci, faut faire ça, faut faire des scripts, des tirs et cetera». Mais une fois que tu fais ça et que tu veux optimiser un petit peu ton architecture, et ben, tu as intérêt à savoir, où est-ce qu'on met les mains dans le cambouis, où est-ce qu'on va modifier les configs, sur quoi, qu'est-ce qu'il faut toucher, sur quel éditeur il faut taper, enfin voilà. Donc tout ça, c'est intéressant et donc nous, aujourd'hui, on va vous donner des pistes. L'idée, c'est d'aller se focaliser sur les choses qui sont vraiment importantes, vraiment utiles et gagner du temps, plutôt que se dire: «Bon, ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait?» Là, nous, on va vous donner un petit peu des tricks, de manière à se focaliser sur, les configs importantes, les choses qui sont inutiles, comment les écarter et puis, voilà, vous verrez à la fin si ça vous a donné un peu des pistes par rapport à votre problématique d'optimisation, d'appli, d'infra, et cetera. Et puis surtout, moi je trouve que les projets les plus excitants, quand on fait, de la perf, c'est du tuning. Parce qu'en fait, il y a vraiment un côté challenge et quand il y a des améliorations, c'est toujours gratifiant de se dire: «Ah, j'ai réussi à optimiser le système, c'est bien, c'est sympa». Donc du coup ça donne une extrême motivation et super épisode. Je suis très content de toucher cette brique qui est une brique, qui est hyper importante et que vous allez voir, on pourrait utiliser, d'ailleurs là récemment, là, comme je prépare une présentation pour une conférence, KubeCon, et j'ai fait, toute une série de tests, de comparatifs, de benchmark et d'optimisation donc ça sert toujours. Vous allez voir, vous allez utiliser cette partie-là, bien plus que vous le croyez. Alors, du coup, petite introduction parce que qu'est-ce que c'est le concept de l'automatisation quand même? Parce qu'il faut quand même rentrer dans le vif du sujet. Quel est l'objectif et qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, moi, j'ai par habitude de dire, l'optimisation, c'est d'adapter un environnement logique à, son environnement physique. Ça a l'air un peu bizarre et obscur comme ça, mais si vous achetez une machine qui a, je sais pas 12 CPU et 32 gigas de RAM et que dedans vous mettez un serveur qui va utiliser même pas le quart de tout ça et qui va mal utiliser cette puissance, cette disponibilité et qu'en plus il est pas rapide et cetera, bah, vous avez un environnement physique qui est peut-être une Formule 1, mais votre environnement logique, lui, il va pas suffire. Il va être mal conçu, mal optimisé pour exploiter la totalité des services. Donc c'est dommage d'avoir une autoroute pour rouler dessus avec une 2 chevaux. Voilà. Donc voilà, l'optimisation, c'est comment faire en sorte que les briques logicielles qu'on a puissent exploiter la totalité des capacités matérielles qu'on leur accorde. Alors je dis matériel parce qu'on était sur les serveurs physiques, mais aujourd'hui c'est VM, après c'est container, maintenant ça a évolué, mais on reste sur cette logique-là. Voilà. Alors après, il y a un autre point aussi qui est important à signaler, c'est que peu importe la techno, alors, sur la partie conteneur, il y a d'autres axes d'optimisation, de manière générale, hein, et ce sera encore plus vrai quand vous allez être dans un monde Kubernetes où il y a plein d'axes d'optimisation à droite à gauche. Mais de manière générale, quand on prend par exemple, un proxy comme, je sais pas moi, Nginx ou n'importe quel serveur web pour faire du proxy ou, faire du routing, au sein de notre environnement, il arrive pratiquement à 80% des cas, que les gens ne touchent même pas à la conf. Ils prennent, hop, tiens, je prends un Nginx, je l'envoie, je le déploie, je le lance et je le tourne. Et puis, et des fois, en fait, en fonction de son utilisation, il y a une vraie valeur à optimiser. Moi, ça m'est arrivé dans beaucoup de projets de voir que, par exemple, sur des serveurs d'applicatifs type Java, les gens n'ont rien touché. Donc, on se retrouve avec la conf de base. Et puis, votre appli, elle va consommer des ressources, elle va se comporter propre à comment elle a été développée. Et du coup, la conf de base, elle ne correspond pas ou elle va pas rendre service à l'applicatif. Donc, ça a un sens de toucher cette configuration, d'optimiser. Puis comme tu disais, Bruno, tu sais, déjà j'aime bien l'image que tu emploies. Hein. C'est
adapter la logique aux contraintes physiques. L'optimisation, dans l'exemple que tu as donné, c'était dans le cas où, avec une Ferrari, on roule à 30 km/h, mais c'est aussi dans le cas inverse que l'optimisation peut être utile. C'est dans le cas où on a une application qui peine à avoir des performances bonnes, et donc on va essayer à tâtons de modifier les configurations. En fait, on va configurer toute la logique, tous les engines, toutes les JVM, voilà, tous les logiciels en fait, et l'infrastructure pour permettre à l'application d'avoir de meilleures perfs. Dans le sens là aussi, quoi. Autant on va pas utiliser une machine surpuissante pour un tout petit applicatif, et autant quand c'est le cas inverse, il faut scale up en fait la config, quoi. Après, je pense qu'il faut quand même rappeler qu'il y a plusieurs axes d'optimisation. Donc là, on va surtout toucher, entre guillemets, ce qu'on appelle l'optimisation de premier niveau. C'est-à-dire, j'ai une version de code applicatif. Bah, bien entendu, je n'ai pas envie de faire une révolution et demander à tout le monde de modifier le code. Je vais d'abord m'axer sur la configuration de l'architecture en tant que telle et des composants qui sont utilisés dans cette architecture. Parce que des fois, rien qu'en optimisant la configuration de ces différents composants, ben, on peut avoir un gain de production, un gain de performance significatif, quoi. Après, il y a le troisième axe d'optimisation qu'on appelle, ce qui est là, ben là, on a fait tout ce qu'il fallait en termes d'infra, de tuning, de serveurs, de garbage collector et compagnie. Et là, ben là, il n'y a rien à faire. Le code, il vaut ce qu'il vaut. Il est pourri, ça arrive. Et donc là, il va falloir repasser par la case départ, il n'y a pas de choix, quoi. Donc là, c'est l'optimisation de code. Et donc là, aujourd'hui, on ne touchera pas à l'optimisation de code. Ah non, de toute façon, je me vois pas en train d'expliquer c'est quoi une optimisation de code parce que c'est complexe, puis c'est pas notre métier de bencher. Nous, à la limite, en tant que bencher, on va dire, c'est le code qui pose problème. On arrive à l'étape où, de toute façon, si le code n'est pas, lui, un petit peu ajusté, optimisé, tuné, on peut rien faire de plus. Des fois, parce que le code, il a une empreinte, CPU qui est trop forte ou une empreinte mémoire qui est trop forte. C'est des choses qui arrivent et qui ralentit beaucoup de choses. Et donc, on arrive à des limites qui fait que, de toute façon, on dit, OK, avec ce code-là, on peut faire ça maximum, on peut pas faire plus. Donc, c'est une chose. Il y a 3 grosses pistes d'optimisation pour faire évoluer une appli. La première, tu viens de le dire, le code, mais ça, c'est plutôt la troisième. La première, c'est modifier les configurations des outils. Et donc, on va voir ça un petit peu après, parce que je vais vous dérouler une petite méthodologie, on va en parler. Donc, c'est vraiment changer les configs. Et changer les configs, c'est gratuit. Hein, ça coûte rien, c'est facile. Il suffit juste des fois de changer les fichiers de config et de redémarrer les services. Donc, changer les configs pour adapter. La deuxième chose, c'est de modifier l'infra en tant que tel, peut-être des fois en manque de mémoire ou en manque de CPU. Voilà, donc ça, c'est la piste où on manque de puissance ou d'espace. Voilà, donc cette piste-là, c'est quand vraiment on a le truc qui est au taquet et on a trop de charge, il faut un peu plus de puissance. Et la troisième, c'est le code qui, lui, est pas assez proactif. Donc là, on essaye de proposer un nouveau code pour être un peu plus rapide. Donc, c'est les 3 gros axes. Aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur le premier, hein, modifier les configs, parce que un CPU qui sature, tout le monde sait dire ça, et je pense que vous n'avez pas besoin que je vous l'explique pour dire: «Ah tiens, on est au taquet». Oui, on est au Alors, taquet, c'est ça. on pourra aborder des thématiques qui sont liées à la CPU, parce que surtout dans des infrastructures cloud, entre guillemets, où des fois, faut qu'on veut bien décomposer ce que c'est un temps CPU, parce que du coup, dans une infrastructure cloud, le temps CPU, des fois, c'est pas que du travail sur la chipset, faut comprendre ce qui fait la CPU. Et donc, on pourra peut-être optimiser des choses derrière sur l'infra qui a été sélectionnée. Mais oui, moi, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que là, on va prendre un exemple classique, mais ce qui est important de savoir, c'est que cet exemple-là, même si c'est pas la même stack sur laquelle vous travaillez, vous pourrez l'implémenter sur un environnement Kubernetes. Si vous avez besoin de faire de l'autoscaling dans un provider cloud, c'est de la même manière. On fait de l'autoscaling, mais l'autoscaling doit être optimum et aligné à votre trafic. Donc c'est pareil, il y a une démarche d'optimisation dans ce sens-là. Alors je rappelle que tu as quand même fait une présentation dans le Perf by français sur l'autoscaling et l'upscaling qui était super intéressant, donc il faut revenir à l'énorme conférence que vous aviez fait là, avec, il y avait Carrefour qui était en face et il y avait aussi, nos amis je vais y De arriver, Octoperf. d'Octoperf qui était aussi là pour nous parler de temps de réponse, voilà, précis. Voilà, donc j'invite tout le monde à retourner voir ça pour bien comprendre cette partie. Aujourd'hui, on va quand même rester sur des choses assez à l'ancienne, hein, avec des serveurs classiques. La partie cloud, bien sûr, c'est la même logique, mais peut-être que justement, dans la logique Cube, on fera une autre vidéo qui parlera d'optimisation sur Cube parce qu'il y a des choses très intéressantes à dire et c'est
c'est pas que c'est nouveau, c'est plutôt que c'est une autre manière de penser, une autre démarche, vu qu'on travaille avec des containers, des pods, des choses comme ça. Voilà. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je pense qu'il faut qu'on rappelle quand même un élément hyper important quand on va dérouler ce genre de service ou de prestation. Il y a une démarche derrière. On ne fait pas de l'optimisation en pleine improvisation. Il y a une démarche structurée pour avoir un résultat positif et d'avoir de l'amélioration. Alors, est-ce que Bruno, tu connais cette démarche? Tu veux dire la démarche de faire une campagne de test de perf, c'est ça? Non. Pour moi, la démarche, c'est pour pouvoir, parce que du coup, on va modifier des configurations sur l'environnement. Et pour valider la configuration, on va rejouer. Donc déjà, il faut commencer en disant, tiens, j'ai la version 0, c'est-à-dire la version qui est actuellement utilisée. Ça devient ma baseline, donc avoir une baseline de référence. Déjà, ça veut dire que vos benches et vos scripts et tout ce qu'on a parlé sur les épisodes précédents, ils sont opérationnels, il n'y a pas de problème de scripting, vous avez géré vos erreurs, vous gérez vos jeux de données. Tout ça, c'est couvert déjà, vous avez une baseline propre, vous savez comment le système se comporte. Une fois que vous avez cette baseline-là, vous pouvez commencer à la démarche d'optimisation. Et la démarche d'optimisation, de manière générale, quand on prend par exemple un serveur web ou quand on prend un serveur d'appli ou quand on prend, je sais pas moi, un environnement Go pour optimiser l'algorithme du garbage collector, il y a plein de paramètres. Donc du coup, commencez pas à changer, faire la révolution en changeant tout d'un coup, parce que comprendre quel est le paramètre qui a amené cette optimisation, ça va être très difficile à justifier. Donc, faites une modification et une seule, notez-la, et lancez votre test et comparez. Et vérifiez qu'il y a une amélioration sur le point de contention qui est aligné à la couche que vous essayez d'optimiser. Parce que bien entendu, quand on est sur une couche de serveur web, on va que regarder cette partie-là, voir comment ça se comporte. Et si on va partir sur le serveur d'appli, on va regarder que le serveur d'appli et voir comment il se comporte et si l'optimisation a amené de la valeur. Alors justement, tu t'as dit notez-la. Et là, il y a un truc très important, c'est que quand on fait une série de tirs, donc une campagne, c'est une série de tirs, hein, on a un tir 0, comme tu dis, qui est le tir, on va dire, de référence sur lequel on va avoir des temps de réponse qui nous plaisent pas, etc. Donc c'est pour ça qu'on se dit il faut optimiser. On a notre tir 0, on modifie un paramètre et on retire derrière et on voit ce que ça donne. Donc on fait un comparatif entre deux tirs. Mais ce qui est plus important, au-delà de bien noter ça, c'est d'avoir un logbook. Donc faire un journal de tir dans lequel on a noté j'ai fait tel tir, j'avais tel paramètre, j'ai fait tel tir. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai observé que ça a marché ou pas marché. J'estime qu'il faut modifier ça. Le tir d'après, on note j'ai modifié ça, je refais le tir, voici le nouveau résultat, est-ce que c'est mieux, moins bien, etc. Donc ce logbook, il est très important parce que quand vous faites une campagne de tir, ça prend des jours, voire des semaines, et vous oubliez ça très vite. Et vous oubliez sur quels paramètres vous avez touché, quand, comment. Donc il faut absolument avoir ce journal de tir. Et les outils de test de perf ne sont pas forcément bien implémentés pour ça. Donc il faut vraiment le faire à la main. Je vais être basique, hein, un fichier Excel qui dit ça c'est le tir, ça c'est le résultat, ça marche très très bien. Donc faut pas aller chercher des trucs compliqués, sauf qu'à la fin, quand vous avez fini votre campagne, vous reprenez votre journal de tir, il y a tout dedans. Il y a tout, il y a les jours, les horaires, les résultats, les optimisations qui ont été mises en place, etc. Donc ça, en termes de méthodologie, là, vous rentrez dans la logique du ISO 9001, pour être basique, hein, c'est noter ce qu'on va faire ce qu'on a noté, noter ce qu'on a fait. Voilà, c'est tout. Après, il y a un autre point que je voudrais rajouter. Il ne faut pas hésiter, quand il y a eu justement un paramètre qui a été choisi, qui a été modifié, et qu'au contraire, on a une régression, il ne faut pas noter de le documenter, de le référer, parce que du coup, le documenter, ça permet si quelqu'un d'autre va passer derrière vous, d'avoir déjà cette historique de dire, tiens, en ayant cet axe-là d'optimisation, ça n'a pas du tout ça n'a pas amélioré quoi que ce soit. Donc, on exclut cette piste. Autre chose que moi j'aime, surtout dans un axe d'optimisation, j'aurais tendance à faire relancer 2 fois le même tir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a envie de confirmer ce qu'on a observé. Parce que si on relance le même test et puis derrière, on voit pas du tout le même comportement, la conclusion qu'on a prise initialement, elle est complètement fausse. Donc il faut toujours se dire: «J'ai vu quelque chose, je vais quand même relancer pour vérifier si, avec un second test, si le comportement que j'ai observé précédemment, il est bien reproductible et donc le paramètre que l'intention de modifier va amener de la valeur ou pas dans l'optimisation».
Ouais, bah, écoutez, moi, j'ai pas grand-chose de plus à dire, vous avez tout dit. Mais si, Vous avez mais tout si. dit, mais c'est vrai que, bon, méthodologiquement, voilà, on a l'habitude de travailler comme ça. On isole, en fait, l'objectif, c'est d'isoler les modifications et pas de se retrouver avec 4-5 modifications à la fois et de plus savoir, en fait, quelle est la raison qui a dégradé ou amélioré la situation. Ouais, ça m'est déjà arrivé chez plusieurs clients où on voulait tester, par exemple, l'impact d'un onboarding vers le cloud, d'un move to cloud d'une application. Sauf que pendant ce move to cloud, l'équipe a aussi fait une mise à jour applicative. Sauf que bah, ça pose problème, quoi. Si à la fois on pousse un nouveau soft, on teste une nouvelle version d'un soft, et qu'en plus de ça, on change complètement l'infra, on va pas savoir en fait quelle est la raison des dégradations des perfs qu'on va voir, ou de l'amélioration d'ailleurs, hein. Voilà. Donc il y a pas mal de clients pour qui ces choses-là ne sont pas claires. Nous, on a l'habitude de travailler dans cet environnement-là, donc c'est logique pour nous. Il faut juste bien les sensibiliser à ça, quoi. Après, moi, il y a un élément que je voudrais vraiment, qu'il faut vraiment avoir en tête parce que quand on se lance dans l'optimisation, ben, on peut typiquement rester un mois dessus, quoi. Donc, il faut toujours se fixer les objectifs. Parce que si vous ne fixez pas les objectifs, c'est très marrant de faire du tuning, mais vous allez voir, vous pouvez passer 2 semaines, 3 semaines. L'optimisation est infinie. Des fois, vous allez gagner quelques millièmes de secondes. Vous allez être très content de vous, mais finalement, est-ce que à ce moment-là, on se dit, bah, là, après une semaine et demie de travail, 2 semaines de travail dessus, bah, mais tout ce que je rajoute là, bah, je gagne vraiment des choses insignifiantes. Donc maintenant, c'est peut-être le temps de s'arrêter. Donc c'est important de border les choses parce que ça peut très vite finir C'est en. plus qu'important, c'est plus Et- qu'important parce oui. qu'un client, il te dit: «Moi, je veux atteindre tel objectif en termes de nombre de temps de réponse et nombre de transactions» et il te donne 15-20 jours pour le faire. Si au bout des 15-20 jours, tu les as atteints, tu vas pas dire: «Allez tiens, on va prolonger 10 jours, pour rien», alors qu'on a déjà atteint l'objectif. C'est plus qu'important et surtout si on n'a pas atteint l'objectif, faut expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce qui bloque dans cette infra pour débloquer du temps en plus, pour travailler plus. Mais dans tous les cas, si on n'a pas dans cette vision de se dire: «L'objectif, c'est ça, c'est tant de transactions, tant d'utilisateurs», bah, ça sert à rien. On bench dans le vide et après, on peut toujours bencher plus, toujours, on peut toujours bencher plus, mais le gain, il est pas forcément intéressant. Ouais, et puis après, la courbe des coûts d'amélioration, elle est exponentielle, quoi. Si Ouais. plus on se rapproche du temps de réponse hyper optimisé, et plus le coût croît rapidement, quoi. Donc il y a un juste milieu à trouver, hein. C'est un peu comme en SRE, quoi. On va essayer de trouver un taux de disponibilité de l'application juste, et pas chercher à l'hyper-optimisation, parce que sinon c'est contre-productif. On va perdre plus d'argent et plus de temps que nécessaire. Alors moi, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet avec l'exemple d'optimisation que Bruno nous a préparé, nous a concocté. Donc, Mmh. allez, Bruno, fais-nous rêver. Alors, exemple d'optimisation. Alors, donc c'est un exemple qui est générique. En fait, c'est pas vraiment un exemple, c'est plutôt une vision un peu générique de ce qui se passe dans une campagne de perf, parce que ça fait 20 ans que quand je fais des campagnes, j'ai, différentes étapes et là, je vais vous présenter les étapes un peu classiques que vous pouvez rencontrer dans une campagne de perf. Pour ça, j'ai représenté un schéma un peu bébête là où d'un côté les utilisateurs qui vont interroger un serveur web. Ce serveur web, lui, parle au serveur, d'application. Alors, je vais plutôt parler de serveur de présentation parce qu'aujourd'hui, c'est un peu changé le mode de fonctionnement. Le serveur de présentation, lui, va parler aux différents moteurs, donc aux différents serveurs d'application. Ceux-là même, d'habitude, tapent sur une base de données ou parfois 2 bases de données ou parfois des AD, des choses comme ça. Donc, ça reste, même si c'est un AD, hein, ça reste une base de données. Donc on est dans une archi assez classique où d'un côté, on a les utilisateurs et de l'autre, on a des données. Là-dessus, il va y avoir une activité utilisateur qui va traverser donc de bout en bout et là, je vais vous le présenter très classiquement. Imaginons qu'une flèche représente, je sais pas, peut-être, 10 transactions par seconde. Voilà. Donc on va avoir notre flèche, on va avoir notre flux qui va passer, donc des utilisateurs au serveur de présentation. Lui-même va envoyer la même chose au serveur d'application qui va, produire, des requêtes SQL, donc va en transformer enfin, va avoir l'équivalent de 10 requêtes par seconde en requêtes SQL et le serveur de base de données va répondre à ça. Alors, ça, c'est en gros la vision extrêmement simplifiée d'un workflow, d'activité ce qu'on appelle une architecture N tiers ou 3 tiers, comme vous voulez. Moi, ce qui va m'intéresser ici, ça va être, l'objectif à atteindre en termes de temps de réponse par rapport au nombre d'utilisateurs. Alors,
quand je dis nombre d'utilisateurs, c'est nombre de transactions. Plus tu mets d'utilisateurs, plus tu as de transactions. Mais c'est en gros, c'est la même chose. Là, on va avoir notre objectif. Alors là, vous voyez une flèche dans le vide. Mais en vérité, imaginez que cette flèche, elle pointe vers à peu près, je sais pas, on va dire 100 utilisateurs à peu près peut-être 2 secondes. Voilà, en gros, en termes de temps, on est peut-être à 2 secondes et en termes de nombre d'utilisateurs, peut-être une centaine. On est sur une archi, on va dire, assez simplifiée. Sauf que comme on vient de nous livrer notre nouvelle infrastructure et qu'un magnifique éditeur nous a livré ça, il vous a fait des recommandations matérielles en disant telle machine doit avoir telle mémoire, telle machine doit avoir tel CPU, et puis la base de données, elle doit avoir telle config. Vous avez déployé ça selon les préconisations éditeurs ou pas. Peut-être que vous avez une manière de gérer vos bases de données qui est un peu différente parce que vous avez un Exalead ou des choses comme ça, donc un peu chacun son choix. Et le déploiement est fait, et normalement, vous avez votre environnement de prod qui est prêt, qui n'est pas encore ouvert au service, et on se dit, maintenant, on doit faire un bench pour vérifier qu'on supporte 100 utilisateurs et que ça donne des pages en moins de 2 secondes. Sauf que la première fois, quand on fait nos tirs, eh ben, ça donne ce truc un peu dégueulasse. Donc vous pouvez voir qu'en bas, nous, on a déjà des temps de réponse qui, dans les premiers utilisateurs, est assez linéaire, assez plat, des temps de réponse autour de 1 seconde ou un peu moins. Et ensuite, les temps de réponse montent, puis font un peu n'importe quoi. Et là, comme vous pouvez remarquer, je ne suis pas allé loin dans mon tir, je me suis arrêté bien avant d'atteindre 100 utilisateurs parce que ça ne sert plus à rien. Surtout, ce qui se passe, c'est qu'on a l'apparition d'erreurs. On a un nombre d'erreurs qui apparaît au-delà du seuil, du deuxième seuil, c'est-à-dire le seuil où on a monté en temps de réponse. Donc, on a des erreurs qui apparaissent, qui sont envoyées par un serveur de présentation. Et donc, c'est là où on va se poser la question, pourquoi j'ai mes erreurs et pourquoi mes temps de réponse se sont fortement dégradés au-delà de quelques users. Voilà. Donc, on doit commencer à optimiser. Qu'est-ce qu'on va optimiser en premier? C'est la bonne question. Et là, on va rentrer en quiz. Alors, je vous propose qu'on en discute un peu librement et que tu parles. Qu'est-ce que vous proposez, les gars? Bah, moi, tout dépend. On va dire déjà, regardons chacune des couches sur leur comportement en tant que tel pour identifier. Mais la logique étant qu'on commence par la couche du haut pour descendre vers les couches du bas. Et en faisant cette approche, on va bien trouver celui qui est responsable de cette génération d'erreurs importantes. Mais déjà rien que sur le serveur web, il y a une notion de thread, on peut avoir du queuing qui se passe. On peut déjà avoir un indice, on se dit, bah, tiens, peut-être que j'ai un problème là-dedans. Ou, comme on a un serveur d'appli, en fonction de la technologie qui est employée, bah, aussi, je peux avoir des garbage collectors, je peux avoir des choses qui tournent, je peux avoir des problèmes de thread, pool, des choses comme ça. Donc, je peux me dire aussi, ça peut être dans le serveur d'appli. Mais je commencerai d'abord par une logique, je commence par le haut de la chaîne et je redescends. Alors, qu'est-ce qui existe comme serveur web que vous connaissez, Terry? Le plus classique, celui que j'ai personnellement le plus benché, Apache. Il y a même du Nginx qui fait office, même si c'est du reverse proxy, qui est complètement capable de faire office de web server. Quelques serveurs Java, du WebSphere, des choses comme ça. Voilà. Donc, Bah, dans un Apache, Apache Nginx, Apache Nginx. Après, si vous avez devant un HAProxy pour faire du reverse proxy au-dessus, devant, on pouvait avoir ça aussi. Mais ouais, globalement, Apache était très présent, mais je trouve que Nginx a pris le devant parce que par rapport à sa réputation. Et puis d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi, mais vous avez entendu que Nginx, l'équipe, il y a eu un petit clash là. Nginx, il y a une version qui a été forkée et remise open source. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire. non. Mais regardez sur Twitter, vous allez voir, c'est intéressant. Un jour, ils changeront de nom, ça sera intéressant. Ouais. D'accord. Et donc voilà, donc on en arrive, on va commencer par la première étape, optimiser le serveur web. Et donc potentiellement, le serveur web, en fait, c'est un nombre de petits threads qui prennent les requêtes et qui les distribuent derrière, tout simplement. Et s'il n'y a pas assez de threads, bah, ça bloque, il y a une file d'attente qui se met en place, et puis au-delà de cette file d'attente, on a une apparition d'erreur. Et surtout, le fait d'avoir un certain nombre de threads limités fait que derrière, le serveur d'application, il n'a pas forcément beaucoup de requêtes qui arrivent. C'est pour ça qu'on a à peu près le même nombre de requêtes. Ça ne va pas plus loin. On a beau monter en nombre d'utilisateurs, il n'y a pas plus de requêtes qui passent. Donc, il faut d'abord optimiser le serveur web. Donc, dans un Apache, ça s'appelle le worker, je crois. Busy Worker, ouais. Le Busy Worker, c'est le Busy Worker. Et puis, je vous invite à regarder surtout la page Apache Status qui
qui vous informe directement sur ce qui se passe dans la page et qui est en HTML, c'est génial. Voilà, donc il y a des choses comme ça. Dans l'Nginx, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, donc il faut regarder un peu cette configuration de Alors, thread. attention, parce que dans le Apache, il y a deux manières de gérer. Il y a une manière en thread, Mm. et après, il y a une autre manière qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, il y a le Process. worker mode et je ne Mm. sais plus comment, j'ai oublié tout ça. Même pas tellement loin. Ouais, Mais c'est il y a bon. il y a deux modes, et il y a un mode qui va être, qui va prendre un pool de requêtes entre guillemets, par connexion. Mm. Et donc, effectivement, quand on est dans ce mode-là, bah, on peut exploser très rapidement. Donc, il faut déjà voir quel est le mode qui a été configuré initialement pour. Si je dis pas de bêtises, c'est un mode monothreadé ou multithreadé, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un Je crois qu'il y a je un crois mode que c'est. process et un mode multithread. C'est ça, Ouais. c'est ça, en mode process. Mm. Donc, un process prend un X client, X requête, Mm. et chaque requête a un keep alive et un timeout. Et donc, du coup, Apache, lui, peut les killer s'il se sent saturé. Et au-delà de ça, il y a un système comment dire, de refresh. D'un certain nombre de connexions, on peut dire tiens, je vais purger. Voilà, il y a un système de purge. Je vais purger mes threads. Donc là, normalement, il y a un critère sur la purge. Vous dites tiens, je vais peut-être baisser mon nombre de purges, mon nombre de connexions avant la purge, histoire d'avoir un truc qui se refresh plus vite. Voilà, c'est une possibilité. Aujourd'hui, c'est pas trop les problématiques qu'on a, mais globalement, vous pouvez avoir une config usine, une config éditeur qui est complètement à la ramasse par rapport à ce qu'on va voir. Donc, on va passer l'étape 2. On va dire qu'on a optimisé un petit peu notre serveur. Donc, on passe à l'étape 2. Après l'optimisation des serveurs de représentation, donc web ou proxy, HAProxy, etc. Là, on va avoir un peu plus de requêtes qui vont pouvoir passer. Donc, vous voyez, j'en rajoute un peu. Voilà. Donc, ça va passer un peu plus. Par contre, ça va bloquer au niveau du serveur d'application. Il n'y a pas beaucoup plus de requêtes qui arrivent au niveau du serveur de base de données. Donc forcément, on a une courbe un petit peu différente. Alors, comme vous pouvez le voir, la courbe, les temps de réponse de base, ils sont toujours bons. Après, on a une élévation des temps de réponse qui est un petit peu plus long. Et après, ça part un peu en cacahuète. Mais on absorbe déjà un peu plus la charge. Donc à ce niveau-là, vous voyez que les erreurs se produisent un peu plus loin, peut-être au bout de 30 ou 40 users, alors qu'avant, on se produisait quasiment à 15 users. Donc, on a une deuxième phase d'optimisation à faire. Je vous écoute, les garçons, qu'est-ce que vous proposez là? Alors après, ça dépend de la technologie qui est derrière ce serveur d'appli. C'est vrai. Parce que si on est sur du .NET, on va dire, voilà. Si on est Il n'y a rien à faire. Hein. si vous êtes sur du Java ou du Go, ou enfin quelque chose qui utilise entre guillemets une heap size, une allocation mémoire, des threads, des choses comme ça, alors là c'est le bonheur. C'est le bonheur. Parce que là, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle l'optimisation du runtime Java ou du runtime Go. Et là, il y a plein de paramètres. L'algorithme en tant que tel utilisé par le garbage collector, quel JVM vous utilisez, quelle version de la JVM que vous utilisez. Et donc, en fonction de ça, vous allez avoir, vous regardez sur la page concernant cette serveur d'appli, enfin, sur cette techno, et vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres. Et là, alors sur le serveur web, c'est juste qu'on ouvre les vannes, on va débloquer un peu les vannes. Donc, du coup, on a un axe d'optimisation qui est assez facile à faire. Et dès qu'on rentre dans le serveur d'appli, là, du coup, il y a plein de choses et il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on touche, parce que du coup, ça va avoir un impact non négligeable sur le comportement de l'application. Ce qui est important, la différence que je note de mon côté, en tout cas sur mon expérience, entre le front, en fait, le serveur de présentation et les serveurs d'appli, c'est que sur le serveur de présentation, ce qu'on va configurer va nous permettre va être au niveau du nombre de connexions entrantes possibles. On va configurer ça, le nombre de workers, les threads. C'est très axé transaction. Et quand on va s'intéresser au serveur d'appli, là, on va rentrer un peu plus dans le dur, dans les optimisations mémoire, du process lui-même, quelle est la taille de la heap qu'on va allouer, et sur les threads aussi. Voilà, on est plus dans l'infra, comment on dit, dans le physique, quoi, Alors, sur les serveurs d'appli, il va falloir comprendre déjà l'utilisation mémoire en termes de la heap. Mais ce qui est important de savoir, alors je ne sais pas si vous connaissez tous la logique d'un garbage collector, mais il y a une logique derrière. C'est donc j'alloue un objet, donc je envoie un programme objet. Cet objet est fraîchement créé, donc il arrive dans un espace qu'on appelle du young space, donc c'est un nouvel objet. Ou Eden. Voilà. Et après, du coup, l'objet, il a une temps de vie, il est toujours présent. Et donc, quand le garbage collector passe, il dit tiens, mais je t'ai déjà scanné, t'es toujours là, toi. Donc, du coup, il va le bouger, il va dire tiens, c'est un objet qui est un peu plus persistant.
Donc, il change d'espace, entre guillemets, d'espace mémoire. Et après, s'il rescanne et qu'il voit qu'il est super long et puis il est super gros, il va encore passer sur un autre espace mémoire. Donc, en fait, il va falloir regarder déjà, quand vous êtes dans des technologies, des langages qui utilisent des garbage collectors, où est-ce que vous consommez le plus de votre mémoire? Est-ce que c'est sur des objets jeunes? Donc, si l'objet jeune, c'est facile à nettoyer, c'est pas un problème. Si vous êtes sur des objets qui sont plutôt longs, ou des objets qui sont plutôt gros. Et donc là, c'est là où va falloir un peu réagir en fonction de cela. Et surtout, si vous avez finalement des choses, des grosses quantités de mémoire à libérer, il faut savoir qu'un garbage collector, en fonction de l'algorithme que vous allez implémenter, lui, il a besoin de son thread à lui pour gérer. Et des fois, il y a certains algorithmes d'ailleurs qui va bloquer les threads, c'est-à-dire qu'il va bloquer l'application et faire et toi maintenant, tu arrêtes de travailler. Maintenant, laisse mon job là, je te Tout le monde prends, attend. je te Voilà. nettoie et après je te libère ton thread. Et donc du coup, c'est là où on peut avoir des trucs où tout d'un coup, pendant un instant T, votre appli, enfin votre temps de réponse il explose parce qu'en fait le garbage collector passe, il va friser finalement tout ce qui se passe sur l'appli et après il va la libérer, quoi. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre où est-ce que se passe le blocage. Et du coup, de là, identifier comment on peut optimiser. Après, ça peut être aussi, tout simplement, j'ai un nombre de threads, parce que des fois, on peut limiter le nombre de threads. Et donc, des fois, se dire, tiens, j'ai plafonné, j'ai mangé tous les threads disponibles. Donc, des fois, juste en rajoutant un peu de threads. Alors, bien sûr, si vous arrêtez les threads, il faut savoir que ça va avoir un impact mémoire. Donc, quand on libère un paramètre, il faut savoir que ça a toujours une conséquence. Donc, je vais augmenter un élément, donc je vous les vanne. Il va falloir que je mesure pour savoir quel va être l'impact derrière, quoi. Donc ça, c'est important Ok. Je voulais juste revenir sur un truc que tu disais en termes de place en fonction du type d'activité. Moi, j'ai vu des fois des clients qui faisaient à la fois les traitements transactionnels, donc utilisateurs dans une JVM, et dans la même JVM qui faisaient des traitements batch. Et donc, j'ai toujours proposé à certains clients de dire attention, il faut peut-être implémenter deux moteurs, c'est-à-dire deux JVM, une qui fait les batchs, une qui fait le transactionnel. Pourquoi? Parce que on n'est pas du tout sur les mêmes objets, pas sur la même durée de vie et surtout pas les mêmes garbage collectors. Quand on fait du transactionnel, on produit une page, c'est assez rapide, on fait des petites requêtes SQL, on met du contenu dans des pages, ça va vite et ça, c'est nettoyé assez vite. On reste dans le hidden space, on est d'accord. Par contre, quand on fait un batch, on va aller chercher des données beaucoup plus grosses avec des requêtes qui vont fetcher des trucs gigantesques qui peuvent ramener des fois en mémoire des kilos, voire des mégas de données. Et donc, on garde en mémoire beaucoup de données pendant très longtemps, parfois 1 minute, 2 minutes, parfois 10 minutes hein, sur un batch. Et ces données prennent beaucoup de place et on ne va pas s'amuser à faire du garbage tout le temps là-dessus, c'est pas du tout le but. Donc si on a un énorme objet qui est en train de travailler dans une JVM et qu'en même temps il y a les utilisateurs qui eux demandent des pages super rapides, eh ben, la JVM elle doit faire deux choses complètement antinomiques dans la même. Donc il faut séparer ça. Ça c'est de l'architecture logicielle et il faut qu'on propose tout le temps des configurations où certains traitements sont faits sur des JVM à part, quitte à ce qu'ils soient un peu peinards et ça va pas forcément bouffer plus de CPU, plus de mémoire. Par contre, ça va éviter de friser au niveau du confort des utilisateurs. Voilà. Après, faut pas hésiter à écrire. Enfin, c'est là où ce que dit Bruno, hein, c'est s'il y a un problème d'architecture, parce que là, clairement, là, ça me fait penser à des vieux serveurs d'appli qu'il y avait à l'époque, la WebLogic et compagnie, là où les gens Oui, avaient je sais, tendance on à va faire faire ce du genre de choses. cube maintenant, donc il y a plus ça, mais tu as C'est parce que, raison, tu as raison. oui, non, parce que normalement, maintenant, dans l'implémentation normale aujourd'hui, je fais des petites choses très jolies, tu vois. Ouais, des Et après, containers et qui sont après, dédiés, bien sûr, hein, c'est et mieux. du coup, j'ai un conteneur dédié pour le job. Donc, du coup, je suis moins à être amené à être confronté à la situation. Mais c'est vrai que sur des vieux serveurs d'appli qu'on avait par le passé, Mmh. ça arrivait fréquemment qu'on se retrouve confronté à ces genres de problématiques. Donc je pense qu'on a un peu fait le tour. Alors on a parlé un petit peu de Java, donc tu as parlé des garbage collectors, c'est très important. On peut faire une présentation complète sur la partie, freeze des garbage collectors, c'est des trucs qui existent, qui sont assez classiques. On va pas déployer plus que ça. Par contre, ça veut dire que dans les serveurs d'application, si par exemple c'est du PHP, il y a une config PHP qui parle du nombre de moteurs PHP, je sais plus, je crois que ça s'appelle worker aussi dans les PHP. Il y a une config dans les JVM qui donne le nombre de threads. Il y a une config, donc surtout au-delà du nombre de threads, surtout la taille de la JVM. Et si vous avez une machine qui fait 16 gigas et que dedans vous mettez une JVM et que vous la limitez à 2 gigas, c'est dommage. Donnez-lui de l'espace. Par contre, plus la JVM est grande, plus le garbage collector sera long à nettoyer. Donc, c'est pas forcément le plus intelligent d'avoir des grosses JVM ou plutôt des gros serveurs. Peut-être que des fois, il en faut deux ou trois.
des fois, c'est plus rapide d'avoir 2 JVM en parallèle plutôt qu'une énorme JVM, voilà, c'est plus simple. Alors justement, justement l'idée, ce que tu disais, c'est que c'est vrai, c'est que des fois, il y a des gens qui mettent des JVM avec des heap size énormes Mmh. et en fait, ça à aucun moment, ça va les rendre service. Donc c'est mieux des fois faire penser plus petit et avoir plusieurs petits objets qu'un gros, une grosse machine qui est affreuse à optimiser, quoi. Mmh. Thierry, une idée? Vous avez encore une fois tout dit, mais Sur le Go, toi, non, c'est Node.js. Ah non, sur Node.js, Node. ouais, alors Ah, Node.js, bon après c'est vrai que c'est encore un autre fonctionnement. On va parler de l'event loop et du du thread pool, mais les optimisations Node.js, ça va plutôt se faire au niveau du code. C'est là où il est ah, très sensible au code, parce que en JavaScript, quand on fait de l'asynchrone, on a la notion de callback quand on fait du code. Et, donc, je ne rentre pas trop dans les détails, mais OK. le Node.js est grosso modo mono-threadé. En réalité, il ne l'est pas vraiment, parce qu'il va s'appuyer sur les threads de l'OS pour fonctionner, pour se décharger un petit peu. Mais certaines parties du code, et notamment tout ce qui est défini dans les callbacks des fonctions en Node, sont exécutées sur le thread de Node. Et donc, quand on a des callbacks qui sont trop grands, trop consommateurs, ça peut causer des grands problèmes de perf sur du Node.js. Donc, on a la latence du tick dans Node qui va augmenter. Donc, ce qu'on préconise, c'est de faire des fonctions de callback très très courtes Pour pour libérer plus vite. pas avoir de problème, quoi. Après, vous avez la même chose en Java, hein. Java, avec le Vertex et compagnie et une nouvelle version de Java, il y a du mode callback et mode multithreadé. Et donc, ces problématiques-là, vous allez les retrouver aussi en Java également. Alors, une dernière chose un petit peu sur les serveurs d'appli, c'est, on va dire le nombre de CPU. Alors, c'est un petit peu différent aujourd'hui avec, la notion de cloud et de cube, tout ça, mais si vous prenez des serveurs, classiques ou des VM, classiques, imaginez, on prend une machine, on se dit: «Tiens, on n'a pas assez de puissance, il faut mettre plus de CPU». On passe de 8 à 12 et là, on va avoir un phénomène qui est, extrêmement, logique, c'est qu'on a le premier CPU qui, lui, est appelé pour faire le traitement et distribuer la charge. Donc le premier CPU, il va saturer. Le deuxième va aussi à peu près saturer et le troisième va commencer à être plutôt à 90, le quatrième est à 80 et cetera, jusqu'à descendre au 6 ou 7e CPU qui sont à peu près à 10%. Parce qu'en fait, le temps de balancer les informations, de distribuer les informations aux différents CPU, les données à traiter sont traitées par ces différents CPU et donc les derniers CPU, eux, ne sont quasiment jamais appelés. Ce qui fait que rajouter des fois des moteurs CPU, ça va pas forcément rendre la machine plus puissante ou plus rapide. Donc là, il faut plutôt rentrer dans la logique. Peut-être qu'il faut 2 machines ou peut-être qu'il faut complètement atomiser tout ça. Voilà. Alors, au-delà de ça, si on a une machine avec beaucoup de CPU ou même un conteneur qui est multithreadé et qui a plusieurs corps, même dans la configuration de votre logique de garbage, il faut aussi mentionner, tiens, j'ai plusieurs CPU, vas-y, fais-toi plaisir. Parce que si vous ne le précisez pas, lui va se dire, ah, j'ai qu'un CPU, donc je vais me démerder avec un CPU. Donc c'est aussi important de le savoir. OK, bah, écoute, on va passer à la suite parce que c'est bon, le serveur d'appli, on pourrait en parler des heures et il y a plein de modèles différents. Mais là, on va passer à la suite. Alors, on a fait notre optimisation au niveau des serveurs d'application. Maintenant, on a toujours le même flux en entrée, le même flux vers les serveurs d'appli et on a un petit peu plus de flux qui passe vers la base de données. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc la base de données a plus de requêtes et qu'est-ce qui se passe? C'est que, ben, mon temps unitaire, mon temps de base et ben, il dure jusqu'à peu près, allez, 30-35 utilisateurs et au-delà de ça, on commence à avoir une rampe de temps de réponse qui monte tout doucement et on n'arrive toujours pas à notre objectif, mais au-delà de peut-être, allez, 60 utilisateurs, 70, on commence à avoir des trucs qui se cassent un peu la gueule et on a des erreurs qui apparaissent autour de, allez, 80-90 utilisateurs. Donc voilà, le comportement est un petit peu différent. Là, il va falloir faire une nouvelle optimisation. C'est pas le front, c'est pas le serveur d'appli. On arrive à la base. Qu'est-ce qui se passe du côté de la base? Alors, à la base, moi, je dirais, moi, j'étais confronté à des cas de figure, des fois. Il faut comprendre une chose, c'est qu'une base de données, enfin, déjà, il faut savoir quel est le thème, si c'est du SQL ou une NoSQL, quoi. Parce que du coup, ça va forcément changer la donne. Mais quand vous êtes en moteur SQL, il y a toujours un cache. Et le cache, il est vachement important parce que le serveur de base de données, en fait, il va faire une requête, passer sur le cache, et en fonction de ce que vous avez comme modèle, il va traiter la requête différemment.
Donc, c'est important de connaître ce qu'il y a derrière pour optimiser les bonnes choses. Moi, ce qui m'est arrivé une fois, c'est que le serveur de base de données était connecté à une bête disque en réseau, ce qui arrive souvent, hein, c'est souvent le cas. Sauf que donc on avait en sortie du serveur, il y avait un lien 10 gigas, je crois, et il allait vers la bête disque qui tournait en 10 gigas. Et malheureusement, il y avait un switch entre les deux. Il y avait un switch entre les deux qui était 1 giga. Donc, du coup, on faisait une requête et en fait, le problème, c'est que le cache, il n'arrivait jamais à s'alimenter. Et la problématique était tout simplement sur un problème tout bête de switch. Et donc, on n'a même pas optimisé finalement l'interface, la partie base de données. On a juste modifié la connectique réseau et on a résolu très rapidement ce problème-là. Donc, c'est pareil. La base de données a énormément de paramètres. Mais avant de rentrer dans les paramètres, déjà, il faut avoir la bonne expertise. Donc, d'avoir un DBA à côté de soi, c'est toujours le bienvenu. Mais moi, je dirais que déjà comprendre où va être et situer le problème. Et en faisant, par exemple, si on voit qu'il y a une requête qui est souvent problématique, regarder le plan d'exécution et voir où est-ce qu'on passe le problème, le temps, où est-ce que le plan d'exécution et où est le problème dans le plan d'exécution. Là, ça va rendre service et on pourra optimiser au cas échéant la base de données. Ouais, mais pour une fois, j'ai quelque chose à dire, mais j'ai quelque chose à dire pour dire qu'en réalité, sur cette partie-là, bon, j'en sais pas grand-chose. Le truc, c'est que souvent, on a l'habitude, enfin, je ne peux pas prétendre être expert DBA, donc très souvent, nous, on est à côté d'un DBA. En tout cas, moi, perso, dans les expériences que j'ai eues, c'est systématiquement le cas. Les bases de données, c'est un sujet hyper complexe à comprendre. En plus, en fonction de l'éditeur hein, sur lequel on est. Là où j'ai peut-être encore un petit truc à ajouter par rapport à la partie serveur d'appli qu'on n'a pas abordé, c'est le pool de connexion à la base de données. Ça, c'est encore côté serveur d'appli. Et pourtant, c'est une configuration hyper importante qui va dire à notre serveur d'application quelle est la façon dont, enfin, avec quelle quantité de connexion, comment tu vas te connecter à la base de données. Donc, il y a différents ORM qui permettent de configurer la chose simplement, mais bon, voilà. Donc, sur la partie base de données, c'est plutôt là-dessus que mon expérience se penche, plutôt que sur la partie base, où on se délègue complètement auprès des DBA. Voilà. Alors oui, du côté DBA, enfin, on peut pas travailler tout seul parce que déjà, sur une base de données, nous, en tant que bencher, on n'intervient pas, on touche jamais une base de données. Autant je me suis amusé à changer des configs sur des serveurs web, sur les serveurs d'appli, choses comme ça a pas beaucoup d'impact. Autant les données des clients, on bricole pas et modifier une base de données, une base Oracle, une base, SQL Server, même si c'est plus simple avec SQL Server, c'est quand même assez touchy et il y a des paramètres qui sont complètement fou furieux. Donc par rapport à ça, sur une base de données, il va y avoir 2 types d'optimisation. Une, c'est la config de la base en elle-même, donc les espaces mémoire, la manière dont elle est interrogée, etc. Et la deuxième, c'est les requêtes en elles-mêmes. Donc là, c'est plutôt le côté plan d'exécution, indexation. Alors ça, c'est un grand classique. Les requêtes, enfin les données et les requêtes sont pas toujours manipulées de la même manière. Donc une base de données, elle, avant d'accéder à une donnée, elle va d'abord utiliser des statistiques et des index. Donc il faut que les index soient mis à jour et pour ça, il faut passer des statistiques et il faut surtout que les index soient bien configurés et surtout les index, il en faut beaucoup, mais pas trop. En fonction du type de données qu'on va appeler et du type de requête SQL qui interroge, il faut que l'index soit bien conçu ou les index soient bien conçus, mais si on en a trop, ils deviennent pénalisants. Donc ça, c'est une autre problématique. Là, on rentre dans la problématique après du plan d'exécution. Et le plan d'exécution, c'est comment la base de données va aller chercher l'info et ramener l'info. Le plan d'exécution, il s'optimise, il est conçu par la base et il s'optimise en fonction des index. Donc, si dans le plan d'exécution, vous voyez qu'il y a un cost, on parle de cost, c'est-à-dire le temps qu'il prend pour aller chercher une donnée, si le cost est trop grand, C'est bah un là, full il y a, scan. voilà, ce qui est un full scan, ce qui est la plaie, quoi. Ou s'il y a une donnée qui est en binary au lieu d'être en integer, des choses comme ça. Bon, surtout s'il y a un full scan, il vous manque un index. Alors évidemment, le réflexe, c'est de dire, allez, je colle un index, on n'en parle plus. La réalité, c'est que vous collez un index, normalement, ça résout le problème, mais ça peut alourdir la base. Vraiment. Voilà. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je colle un index parce que je fais cette requête-là, donc je colle un index, on n'en parle plus. Mais ça suffit pas toujours. Mais déjà, ça va modifier votre plan d'exécution. Si c'est une requête qui est extrêmement utilisée, genre 2000 fois par minute, c'est intéressant. Voilà. Si c'est une requête qui est peu utilisée, il faut y réfléchir. Voilà. Après, une base de données, c'est fait pour ça.
Autre chose comme optimisation, après j'en finis là-dessus, c'est que des fois vous pouvez avoir physiquement les données qui sont sur des disques qui sont pas forcément bien, répartis et là c'est les tables, les fichiers IDX qui sont je crois que c'est IDX et DBF, je sais plus comment on les appelle. Donc les fichiers de base de données physiquement sur les disques, il faut savoir les répartir de la manière à ce que les données soient faciles à accéder. Donc là, c'est de l'architecture, logique, même physique, que seul un DBA peut faire. Mais là, on est sur des choses un peu touchy, quoi. Moi, je voudrais revenir sur le point que Thierry a mentionné avec le pôle JDBC. Donc déjà, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, quand on ouvre aléatoirement les vannes, hein, en mettant plus de connexions sur connexion JDBC, il faut toujours avoir en tête qu'une architecture, c'est une forme d'entonnoir. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir plus de clients en haut, et plus on descend dans les couches, moins on est censé avoir de clients. Et notamment quand on arrive à la base, c'est pas là où on doit avoir justement un X, c'est-à-dire on réouvre les vannes et du coup on a un nombre de clients démesuré qui arrivent sur la base. Il faut toujours avoir cette logique de dire j'ouvre les vannes, mais je sais que je verrai forcément moins de thread pool connexion à la base prévu que de nombre de threads qui est rentré dans le serveur d'appli par exemple. Après, moi pour revenir à ton point, des fois c'est simple de dire tiens, j'ai toujours la même requête qui est envoyée et qui renvoie, je sais pas moi, le catalogue produit ou des informations ou des recherches sur un site web qui est récurrente. Là, tu as la question qu'on peut aller voir, on allait voir nos amis qui vont conçu l'application, de dire tiens, cette requête, elle est faite régulièrement, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de la cacher, quoi. Faire du caching, parce que des fois, cette donnée, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire un aller-retour côté base? Et donc là, on va réduire le nombre de requêtes qui passent sur le réseau. Et puis en plus, ça va peut-être optimiser la base de données en faisant cette petite action de caching, quoi. C'est vrai, mais t'avais pas dit qu'on touchait pas au code aujourd'hui? C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai, mais c'est vrai. Mmh. Mais c'est non, mais c'est une vraie piste parce que surtout si, qu'on passe de 2000 requêtes à 30 requêtes pour la même chose, il faut absolument Mmh. cacher, il faut absolument Et optimiser, ça c'est Et clair. c'est là où les traces, les distribute traces rentrent dans la valeur, parce que si vous voyez qu'il y a une transaction et que vous voyez qu'il y a une requête, parce que vous allez voir la requête et vous la voyez que pour une transaction métier, vous la voyez 8 ou 10 fois et que pour vous, ça vous semble pas très logique, rien ne vous empêche de prendre cette trace, d'aller voir vos collègues, vous dire comment ça se fait qu'on appelle 15 fois la même requête pour faire le même résultat. Donc peut-être que c'est une anomalie de code, hein, tout simplement. Mais en mettant en avant ces problématiques-là, Mmh. ça va alimenter le débat et peut-être optimiser votre application. Thierry? Ouais, juste sur le cache, c'est un énorme sujet sur le cache. Et on pourrait presque faire un épisode entier là-dessus, sur les optimisations de cache. Est-ce qu'on part sur du cache distribué, du cache centralisé? Et très souvent, on va entendre la notion de warm-up quand on parle de cache, parce qu'il faut chauffer le cache pour éviter de trop solliciter. Bon, c'est un gros sujet, mais en tout cas, c'est sûr que ça apporte de l'optimisation sur la base, quoi. Voilà, petite parenthèse. Alors un petit résumé sur la base donc alors tu as parlé de réseau au début, flux réseau, faut qu'il y ait un tunnel suffisamment grand pour y accéder à la base. Ensuite, Thierry, tu as Alors non, parlé c'était pas du forcément le tunnel qui est à la base, hein. Ça peut être tout simplement que le moteur de base, lui, il est connecté à une baie de ah disque, oui, ce qui est souvent ah le oui, cas, et ça vérifier arrive. que le connectif réseau entre la base Mmh. et la baie de disque, elle est convenable, quoi. Là, j'ai déjà eu ça avec un fichier indexé qui était sur un NAS et à travers un réseau qui collait pas du tout, donc c'était compliqué. À chaque fois, il fallait ramener la moitié du fichier avant de faire la requête. Ça colle pas. Donc OK, il y a ça. Ensuite, on n'a pas parlé, mais globalement de la config de la mémoire d'une base de données. Je pensais à la SGA ou la PGA Aggregate Target, et il faut que ça ait une taille suffisante. Ça, on a des statistiques qui explosent là-dessus, qui peuvent très bien le montrer, mais c'est le DBA toujours qui le touche. Troisièmement, des index pour, optimiser les plans d'exécution. Quatrièmement, des optimisations plutôt côté du code pour améliorer le cache, pour éviter des requêtes redondantes de chez redondantes, hein. Et puis sinon, juste avant, Terry, tu avais dit le nombre de threads des appels, enfin, entre le serveur d'application, donc le pooling qui existe entre le serveur d'application et la base de données. Et donc, dans la base de données, normalement, on a un certain nombre de moteurs qu'on peut démarrer. Je sais plus comment ça s'appelle dans Oracle, c'est thread ou c'est worker, à nouveau, enfin, ouais, ils ont toujours les mêmes noms, ces trucs-là. On peut démarrer jusqu'à 1000. D'habitude, la config de base est la 100, puis on la monte à 1000 et ça bouffe pas plus de mémoire, ça bouffe pas plus de CPU, mais au moins ça permet à la base de répondre à toutes les requêtes. Voilà globalement les pistes les plus sérieuses sur une base de données. On va passer à la suite, si vous êtes d'accord. Oui. Alors j'en étais là, j'ai optimisé ma base et tout d'un coup, ben, ça va mieux.
Après l'optimisation de la base, qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours mes temps de réponse qui sont bons, mais je suis pas encore à mon objectif parce que j'ai monté en nombre d'utilisateurs et là, j'ai toujours des temps de réponse qui sont un petit peu, élevés au-dessus de mon objectif et j'ai une apparition d'erreur un peu plus tard, au-delà de mon objectif. Donc en analysant mes erreurs, qu'est-ce que je vois? Je vois que c'est à nouveau, des erreurs que j'avais déjà rencontrées, avant que j'optimise mon serveur d'appli. Donc on revient un petit peu en arrière. On a fait le front, on a fait le middle, on a fait la base et là tout d'un coup, on revient en arrière. En revenant en arrière, on s'aperçoit qu'il faut à nouveau modifier un peu certains critères dans le serveur d'appli, mais d'habitude, c'est à peu près les mêmes. Donc là, on commence à faire du fine tuning et donc je pense que il y a pas plus à dire là-dessus et donc pour finir, on fait le dernier fine tuning sur le serveur d'appli et là, ce qui se passe, c'est qu'on a toujours autant de flux. Je vais y arriver. Voilà. Et maintenant, on arrive enfin à avoir nos temps de réponse qui sont bons et qui se dégradent un petit peu après notre objectif. Mais on peut avoir encore des apparitions d'erreurs qui se font un peu autour de notre objectif. Donc, ces apparitions d'erreurs, en les analysant, on s'aperçoit que c'est des fois le serveur web, le front, qui lui, à nouveau, il lui manque encore quelques threads, des choses, bon, voilà. Donc, il ne faut pas hésiter, après avoir fait la démarche front to back, à refaire une démarche back to front pour aller optimiser les derniers trucs. Mais d'habitude, c'est plus simple parce qu'on a déjà joué avec ces critères, on les a déjà trouvés. Oui, Voilà. après, surtout, faut bien avoir en tête que quand on fait une modification, il faut toujours savoir il va y avoir des impacts quelque part dans la chaîne. Mm. Donc, ça vaut toujours le coup de revenir en arrière une fois qu'on a une bonne validation sur une couche. Et voilà, on a fini, on a atteint notre objectif. Bon, tout ça, c'est hypothétique, mais dans la réalité, ça arrive souvent. Donc voilà. Voilà, je voulais Alors, terminer là-dessus. moi, j'aimerais, avant qu'on conclue, aborder juste un élément, ce sont les outils. Alors, on va aller très brièvement traiter ce sujet parce que les outils de base, pour moi, c'est le monitoring. On en a parlé, il faut de l'observabilité. On a fait une En vidéo ayant, là-dessus, hein, elle est très claire, il y a tout dedans. Hein. voilà, donc il faut de la trace, il faut de la log, il faut tout ce qui va être utile pour vous pour prendre une décision va être très très important, sinon c'est impossible de rentrer dans une démarche d'optimisation. Moi, j'aimerais juste partager un outil. Donc, c'est une société qui est basée en Italie qui s'appelle Akamas, donc AKAMAS. Cette société, aujourd'hui, ils font plein de choses différentes, mais ils ont commencé sur la partie optimisation. Donc, c'est un outil qui utilise du machine learning et qui va se baser sur du test en charge. Donc, ils ont une intégration avec Loadrunner, JMeter et Neoload. Et ils vont après se connecter sur des plateformes qui récupèrent des métriques, donc Dynatrace ou autres. Et après, en fait, la manière dont Akamas fonctionne, c'est de la même manière qu'on vient de le décrire, on va définir l'objectif, qu'est-ce qu'on veut atteindre, et après, on va définir les sets de paramètres qu'on souhaite toucher. Donc, que ce soit la JVM, que ce soit le serveur web, que ce soit la base de données, on les renseigne dans le système. Et après, ce que va faire le système, en fait, c'est tout simple, c'est automatique. Il va lancer un bench, il va l'analyser, et avec le machine learning, il va refaire des tests toute la nuit. Et en gros, en 10 heures vous quittez, vous configurez Akamas, vous lancez, vous allez chez vous, vous allez regarder le match OM Villarreal. Et Il l'a dit, hein, il l'a dit. Ça pitch fort, là. Et après, une fois que l'OM a gagné, tu regardes et tu te dis, ah mais là, Akamas a optimisé à 150%. Le système. Donc en fait, c'est ça qui est super pratique, c'est que lui, de lui-même, il va piocher des paramètres et dans une démarche manuelle, on fait un paramètre à la fois, alors que lui, comme il a une approche machine learning, il est capable de modifier 4-5 paramètres d'un coup et il va lancer plein de combinaisons Mais de paramètres. on lui dit quel paramètre toucher ou alors c'est Tout à lui fait. qui se dit tiens, j'ai un fichier de config, je fais ce que je veux. Non, Non, on va préciser les paramètres que l'on d'accord. souhaite vraiment toucher D'accord, donc et en il fait, les fait automatiquement. Donc ça, c'est l'approche bench, entre guillemets. Et c'est du après, ils ont grid bench en fait. Voilà. C'est ça. Et après, ils ont il y a une autre solution qui va tourner plutôt en prod et qui est là dans une optimisation continue, par exemple dans Kubernetes, qui va regarder avec du synthetic monitoring le comportement et va faire des commits et des pull requests sur GitHub pour dire tiens, j'ai vu ça, on devrait peut-être mettre ça. Donc après, ça reste à l'utilisateur humain de dire oui, ok, j'approuve et on déploie. Pour éviter d'avoir un système automatique qui déploie sans qu'on ait un contrôle dessus, quoi. Donc je vous recommande de regarder cet outil parce que je crois que c'est à peu près les seuls qui ont fait Je connaissais pas, merci en tout cas pour l'info. Je vais voir ce que ça fait. Ça a l'air pas mal. Bon, pour une fois qu'on n'est pas sponsorisé par NordVPN, ça change.
Bah, pour Akamas. Bon, c'est intéressant. Moi, j'ai rien à dire. Je pense qu'on a déjà tout dit sur les Mmh. Ah, on sur la a méthode. couvert le sujet convenablement, j'imagine. Et puis, Voilà. si vous avez, vous, des commentaires ou des pistes d'optimisation on en a abordé quelques-unes, mais mettez un commentaire. N'hésitez pas à rajouter vos commentaires avec vos idées, ce que vous avez pu réaliser, etc. Et si vous avez apprécié cet épisode, ben, n'hésitez pas aussi à liker, à partager, à suivre la chaîne parce que ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas à bencher. Benji, également. Et n'oubliez pas que les contes de fées, ça peut exister parce qu'une soirée où l'OM gagne et Akamas a réussi à optimiser votre infra, ça arrive pas tout le temps, les gars. Non, Alors, les deux en même temps, hein, ça sur va. ces mots, je crois que je suis obligé d'arrêter là. On peut pas continuer sur ça. Bon, Ok. bah écoutez, c'était un réel plaisir. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Merci Terry, merci Bruno d'avoir préparé ces animations et ce contenu. Et puis, écoute, je vous dis bien à bientôt pour un nouvel épisode sur Permadeath Français. À bientôt. Yep. Cédric. Ciao. Salut.